Bonjour Georges, Bonjour Tristan. tout va bien aujourd'hui? Et bon, oui, tout va bien. Bonjour à tous. Bienvenue dans le réel. Le réel qui semble Je vois faire qu'il y a défaut, je énormément de pense, pour discussions notre... déjà. Je vois qu'il y a énormément de discussions Ok. dans le chat déjà. On va en rajouter un peu plus, j'ai l'impression. Premier sujet d'actualité, le réel qui ne semble pas forcément présent dans la rédaction du Point. Tu étais à l'organisation avec d'autres de la manifestation et du comité de soutien de Boualem-Sansal pour sa libération. Et sa deuxième manifestation majeure à laquelle tu as participé. Et le Point ne trouve rien de mieux à dire que venir calomnier les gens qui y ont participé en omettant une grande partie. Et la grande partie, c'est toute la partie gauche des gens qui étaient présents. Alors, tu as fait un tweet un peu véhément, mais notamment réel sur tout ce qui se dit, et je pense que tu vas pouvoir développer un petit peu plus, et je vous partage ça. Voilà, on avait un rassemblement très intéressant devant l'Assemblée nationale, un rassemblement transpartisan, comme on dit, réunissant justement des gens venant de différents courants politiques et demandant la libération de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien. Et là, on a une confusion un peu générale qui a été faite de la France insoumise au Point. Donc le Point, lui, en profite pour titrer, lancer une polémique absurde en disant que toute la classe politique s'est réunie de renaissance au Rassemblement national, mais que la gauche n'était pas présente. Bon, c'est un peu agaçant puisque Kamel Benchek, ami très proche de Boualem Sansal, et de gauche, de la gauche républicaine, il était d'ailleurs candidat sur la liste de euh, République souveraine. Il y a Stéphane Rosès, qui est de gauche. Arnaud Montebourg a pris la parole. Laurence Rossignol. Il y avait Jérôme Gage. Il y avait même Glucksmann, vous imaginez, dans le paysage. Bon. Alors, je sais bien que chacun considère qu'un tel n'est pas de gauche, ou moins de gauche, ou plus ou moins de gauche. Mais ce sont des gens de gauche. Voilà. Avec certaines exceptions de la gauche. Et puis, c'est quand même moi qui étais à l'organisation technique de cet événement, avec des militants de la République souveraine qui étaient là, qui ont assuré, qui ont fait le boulot. Bon, donc, polémique complètement stérile du Point. Et ça me permet de dire aussi qu'il y avait des absences, c'est la France insoumise. Alors, il y a toutes les bonnes raisons étaient dites, c'est pas bien, parce qu'il a dit n'importe quoi. Mais en fait, le problème n'est pas, le problème c'était de se retrouver pour être en accord sur un principe, qui est un des piliers de la République, qui est la liberté d'expression. Et le problème n'est pas d'être d'accord avec un tel et un tel. Vous imaginez bien que je ne suis pas le plus fan de Retailleau, de Madame Hélène Brown-Pivet ou de Larcher, et de se retrouver à côté d'eux, ne parlons pas de Gabriel Attal. Bon. Mais le problème n'est pas euh, de défendre tel ou tel propos, mais de défendre la liberté d'expression pour la liberté d'expression. Comme le disait George Orwell dans la préface de La ferme des animaux, si la liberté a un sens, elle signifie le droit de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Voilà. Point. Et ça n'empêche pas de s'affronter, y compris à couteau tiré, sur tout ou quasiment tous les aspects de la vie politique. Donc voilà, un fail du Point, une petite polémique gratuite et un peu stupide. Je ne sais pas si tu as vu, par exemple, Gavroche qui a fait un reportage dans lequel tu apparais avec d'autres personnalités, et là on voit un peu la pluralité des différentes personnes qu'il y a, et ça confirme que le Point raconte n'importe quoi. Ouais. Bonjour à ceux de Gavroche qui étaient là, effectivement. Ils font un travail colossal. Petit point suivant. Ouais. Oui, il y avait Monsieur Kuzmanovic, évidemment, bien sûr. Peut-être l'avez-vous vu passer il y a quelque temps. Alors, un égoutier licencié après avoir qualifié les membres du Hamas de terroristes violents et répugnants. Cet épisode avait commencé le 7 octobre, quand cet égoutier d'une société londonienne avait déclaré que l'acte du Hamas était terroriste, en visant évidemment Israël, hein, et les festivaliers
s'étaient rassemblés à la frontière. Bon, il a été licencié pour ces mots-là. Donc la liberté d'expression, encore une fois, on se rend compte que elle est pas très respectée, qui plus est de l'autre côté de la Manche. Et vous allez le voir, cette personne, hop, et certes, a eu des mots un peu tendancieux, mais cela vaut-il de perdre son emploi? Je vous cite à peu près ce qu'il a marqué ici, parce que ce monsieur a déclaré dans les médias. Vous voyez, les groupes terroristes violents et dégoûtants, ils parlent du Hamas. Et par contre, vous avez derrière une affirmation, et je pense que c'est celle-ci qui a dû poser problème à l'employeur. Les juifs, les israéliens et les sionistes contre le mal de la terreur islamiste. Donc on a un amalgame un peu complet. Et pour autant, le fait de dire des bêtises sur Internet vaut-il le fait de perdre son emploi? Qu'en penses-tu? C'est, la continuation du sujet sur la liberté d'expression. Alors c'est intéressant. On peut ne pas être d'accord encore une fois avec les gens, mais là on est le 7 octobre. Le 7 octobre, légitimement, beaucoup de gens étaient choqués par le massacre, qui a eu lieu en Israël et c'était Goutier, d'ailleurs n'a fait que dire ce que reconnaît l'État, britannique, que Hamas est une organisation terroriste. Et il a été licencié. Parce qu'il a écrit ça, parce que ça gênait un certain nombre de ses collègues. Ouais, là on a un vrai problème. On a l'expression, jusqu'à l'absurde, de ce que le communautarisme à l'anglo-saxonne peut faire. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à empêcher des gens de dire des choses, qui sont même évidentes, au titre que ça dérangerait tel ou tel groupe. Vous imaginez la société que ça représente? Et donc, encore une fois, la question n'est pas être d'accord ou pas d'accord avec les gens, c'est la question de la liberté d'expression. D'ailleurs, je vois dans le commentaire, il y a Zigzag qui a écrit: «Il faut écouter toutes les parties en présence sur l'affaire Saint-Saëns. Il semblerait que ce monsieur ait collaboré avec les pays étrangers». Heu, c'est un écrivain. Il n'est pas ingénieur nucléaire, algérien, il est pas au pouvoir d'État, il écrit des trucs. On peut ne pas être d'accord du tout avec ce qu'il dit. Juste, on n'interne pas et on vire pas des gens parce qu'ils ont une opinion. Il faut se rendre compte qu'on revient à la lettre de cachet. La lettre de cachet, c'est aussi ce contre quoi se sont soulevés les révolutionnaires, français en 1789. Le roi pouvait interner des gens parce qu'il ne leur plaisait pas ou parce qu'il avait dit quelque chose de travers concernant le pouvoir royal. Ben, si ça saute, là, pour le coup, il n'y a plus du tout de démocratie. On est dans une période qui est de plus en plus adémocratique dans l'espace, européen. Que ça aille des arrestations de députés moldaves, ou l'interdiction d'un candidat, en Roumanie, parce que pro-russe, ou l'interdiction de dire, son fait, à un groupe, islamiste alors qu'on est, il il est égoutier le gars, il est égoutier. Vous imaginez le délire? Aller poursuivre un pauvre égoutier, pour des propos, ma foi, même pas extravagants, puisque lui-même a dit qu'il dénonçait l'islam politique et pas les musulmans en général. Bon, ça montre qu'on a un souci sur la possibilité de liberté d'expression. Ça montre un peu aussi que dans toute l'Europe, peu importe le discours qu'on peut avoir, il peut être utilisé contre nous pour nous éliminer au travail, mais ça peut être aussi politiquement. Si on peut plus rien dire, comment on fait de la politique? Oui, c'est ça, il faut imaginer la société que ça représente. C'est la pensée unique et on reste dedans. Et si les gens qui en sortent, il faut les éliminer. On a vu des gens dans le camp inverse avoir le même problème, hein. De Ah oui, dire oui. qu'Israël n'est pas un partenaire, que Israël pose problème pour la sécurité du Moyen-Orient, alors que ce sont des avis qui peuvent être contradictoires et ça devrait faire être Ce qui le est cœur d'un pas, débat. d'ailleurs pas faux non plus, mais les gens ont le droit d'avoir des opinions. Voilà. Si Et on de les commence à exprimer. interner pour des opinions, on est vraiment pas bien. Petit sujet rigolo pour la suite. D'après le journal L'Opinion, Emmanuel Macron serait en train d'envisager plusieurs référendums le même jour, et ces questions devraient porter sur la défense, l'immigration, l'écologie et la démographie. 4 référendums en un seul coup. Je suis prêt à parier
que ça va être des non massifs à tout et que de toute façon, il ne démissionnera pas, comme l'a fait le grand Charles. Des référendums qui serviront d'écran de fumée pour montrer un semblant de démocratie. Donc on a les sujets, on n'a ni les questions, ni ce que ça va amener dans la société, ni ce que ça va régler dans la société. La défense, on a un petit sujet après, mais faut-il envoyer des armes? Sera ça une des questions? L'immigration, faut-il fermer les frontières? Est-ce que ce sera ça la question? L'écologie, est-ce qu'on doit fermer les centrales nucléaires? Est-ce que ce sera ça la question? Et la démographie, faut-il se réarmer, hein, sexuellement? Bon, on est d'accord que c'est un vent de fumée colossal et qu'il y aura certainement rien. Comme me dit, Maison, rien sur les pins parlants. Voilà, c'est une honte. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être, on devrait-on suggérer, à l'Élysée? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un référendum sur cette question essentielle? Heu, Qu'est-ce qu'on aurait comme référendum intéressant à faire? Ça, c'est une vraie question. non mais on aurait plein de référendums intéressants à faire, mais, le problème c'est la méthode et là, on a déjà un souci. Sur cette question comme sur d'autres, Emmanuel Macron n'a pas l'air de comprendre qu'il ne dirige pas le pays normalement, c'est-à-dire qu'il est hors constitution. Il déclare des choses qui devraient être déclarées par le gouvernement, c'est-à-dire par le Premier ministre. Bon, premier problème. Deuxième problème de méthode, heu on lance pas un référendum à la cantonale comme ça sur des sujets aussi différents. On travaille sérieusement ce sujet. Si c'est un sujet qui est tellement important que le peuple doit se prononcer, eh bien, il faut laisser le temps, du débat et on ne peut pas aborder autant de questions différentes, empâtées. C'est l'assurance que les choses seront, faites n'importe comment et puis enfin, nous allons bientôt être, le 29 mai prochain, ce sera l'anniversaire c'est le 20e anniversaire du non, au traité, constitutionnel européen. Le problème, c'est de respecter le référendum populaire. Or, en Europe, ça fait déjà quelques années que c'est difficile. C'est difficile. Mais comme tu dis, je pense qu'on est surtout devant un phénomène écran de fumée, communicationnel, comme à peu près tout ce que fait Emmanuel Macron et ce gouvernement depuis très très longtemps. Quelque chose que j'aimerais bien ajouter, toi, tu as connu les référendums. Moi, j'ai 23 ans. Je n'ai jamais voté pour aucun référendum. Je n'ai jamais pu donner mon avis sur les grandes lignes, hormis les élections, locales, nationales. Et après, on se pose des questions sur pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. On s'en fout de nos avis, en réalité. C'est bien le message qui nous est renvoyé. Écran de fumée. Oui, et on s'en fout, écran de fumée, comme il dit Paty, il va occuper l'espace médiatique. Ce qu'il fait, c'est principalement son objectif, occuper l'espace médiatique en, en lançant comme ça des idées en l'air. D'ailleurs, on en va en parler tout à l'heure avec François Coq, mais non, plusieurs des déclarations d'Emmanuel Macron euh, euh, sont incompréhensibles en termes constitutionnels. C'est absurde. Je ne sais pas. Bah, c'est pas que c'est absurde, c'est vous avez vu la question du budget. C'est difficile. Heu, Gros déficit, il faut faire des coupes sombres, il faut économiser, c'est très compliqué. Le gouvernement, le premier er de Barnier est tombé là-dessus quand même. Le deuxième e s'est passé, en racontant un peu n'importe quoi, aux socialistes, en leur promettant monts et merveilles sur les retraites. Et tout le monde annonce déjà que le budget de 2026 va être infaisable parce que ça ne fait que s'aggraver. Donc le budget a été fixé déjà, vous voyez? Et ils sortent d'où les 2 milliards pour l'Ukraine qu'il a annoncé hier, Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez entendu une discussion à l'Assemblée nationale? Parce que bien sûr, on peut faire un correctif au budget, mais il faudrait qu'il passe encore ce correctif au budget. Emmanuel Macron a l'air de penser qu'il peut dire: «Bon, je vais dépenser 2 milliards ou 10 ou 12, peu importe, hors des cadres légaux de la République française». Ça montre son rapport aux institutions de la France. Il s'en fout et gouverne en monarque, en Jupiter. Bon, après, où est-ce qu'il va trouver les 2 milliards? C'est ça, encore une autre question, mais tout est un peu comme ça. C'est à la communication.
D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il veuille réellement donner 2 milliards. Il annonce, il annonce un référendum. Voilà, il occupe l'espace médiatique et on va tous parler de tout ça pendant Et plusieurs tu jours. sais où est-ce qu'il va trouver 2 milliards? Bah, c'est notre sujet suivant. Tiens, 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 pour cacher leur malhonnêteté ou leur incompétence, un député a trouvé 60 milliards d'euros à cause d'une erreur informatique. On aurait 60 milliards d'euros qui seraient passés à la trappe parce qu'ils auraient fait une erreur dans le comptage du budget des années 2023 et 2024. Comment c'est possible de perdre autant d'argent? Bah, je vais, tenter d'aller voir mon banquier et je vais lui dire: «Écoutez, j'ai une perte de 20 000 €, c'est pas grave, c'est parce que, je mon conseiller m'a mal conseillé, mais je suis pas responsable. Non, non, je vous les paierai pas». Bon, on est quand même dans un truc extraordinaire là. On a donc, cette commission d'enquête, sur, les dérives des comptes publics et le député Lefebvre qui est macroniste tente une carabistouille, heu, c'est-à-dire tente d'expliquer 7 années d'errement budgétaire, 7 pas une, hein, 7 années d'errement budgétaire, de la France, donc d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire qui était ministre de l'économie au premier titre, en disant: pas responsable, pas coupable. C'est des hauts fonctionnaires, des gens qui ont fait l'ENA, soit dit en passant, comme les 2 premiers, du Trésor, c'est-à-dire les meilleurs censément de l'ENA, qui ont fait une erreur sur le calcul des recettes que vont apporter les impôts. Et ben ça, c'est trop chercher un lampiste, hein, Jean Dujenoux, du Trésor, pour dire: «Ah, c'est Jean Dujenoux qui a fait l'erreur pendant 7 ans, hein». Alors que nos politiques, eux, ont si bien travaillé, ils se sont acharnés à bien tenir les comptes publics. Dis donc, Jean Dujenoux du Trésor, il a mal prévu les recettes fiscales. Tu vas voir que ça va être: «Ah mais c'est pas notre faute, c'est la faute des énarques ou des gens qui travaillent pour nous. Il va donc falloir les virer et privatiser. Voyons, puisque le service public est mauvais, l'entreprise sera meilleure». Hop! Beh, non mais c'est incroyable, hein. Tiens, ils tentent, plus c'est gros, plus ça passe, hein. Bon, on connaît l'adage. Ils tentent vraiment de prendre, c'est un jeu entre eux. Peut-être qu'il y a un dîner de cons, fixé régulièrement, à l'Élysée ou à Matignon et ils se disent: «Et si on tentait ça? Si on tentait de dire: "Eh, pendant 7 ans, on a gouverné la France, on a agi en jupitérien, on a dit qu'on contrôle tout, qu'on fait tout, qu'on va réduire le déficit public, que machin, que c'est nous qui faisons tout, tout, tout. Les génisses, dans les élevages, c'est grâce au président Jupiter qu'elles ont des petits veaux, on a tout le contrôle". Vous savez ce qu'on va leur dire? Voilà, en fait, non, on n'a rien bien pu faire parce qu'il y a Jean Dujenoux du Trésor a fait mal ses additions. C'est pas notre faute, c'est les On autres. essaye. Et moi, j'ai non, Manu, sans déconner, Manu, arrête, là, c'est trop, ils vont le voir. Mais non, allez, on essaye. Bah, ils ont essayé. Voilà, comme à chaque fois. Je sais plus s'il faut en rire ou en pleurer. C'est permanent ça. Bon, on peut en rire, En hein. rire. Si, si, on peut un petit peu en rigoler quand même. Là, je pense que il faut un petit peu en rire parce que, sinon c'est Et bon. comme ils disent, même Charles de Courson, il est, atterré devant cette information qui pas une information. C'est et j'attends de voir, ce que va dire Éric Coquerel parce que c'est du Charles de Courson, est de oui, centre droit, mais c'est un monsieur très sérieux et sûrement l'un des meilleurs spécialistes, des questions budgétaires en France. En tout cas, c'est le cas à l'Assemblée nationale, et même tout son vernis, centre droit, catho, bourgeois bien élevé, il en peut plus. on l'avait Il vu en peut plus. râler, pendant la réforme des retraites, mais c Avec un Coquerel, insoumis, avec Coquerel qui, pour le coup, il avait bien fait son travail.
D'ailleurs, là-dessus, ils font bien leur boulot. On peut Et pas leur ça me reprocher ça. surprend que ce binôme-là n'ait pas vu ces 60 milliards disparaître. Mais c'est parce qu'il avait bu, il était à la fête, il y avait un pot de départ pour, 2 membres du trésor et il l'a mis dans la colonne de gauche, parce qu'il avait bu, un peu trop de champomis et pas dans la colonne de droite. Voilà, Champomy, 60 milliards. ça arrive, c'est ballot, 60 000. hein, sur 8 ans. Non, c'est incroyable. Et c'est un bien un problème général qu'on a dans la société, c'est ouais, qui est manifesté par la tête de l'État. C'est l'irresponsabilité. C'est tout faire pour dire: «Je ne suis pas responsable». Comment voulez-vous qu'un maître d'école se sente responsable de l'échec ou pas de l'échec de ses élèves? Qu'un élève se sente responsable de faire ou pas faire ses devoirs? Qu'un quelqu'un en charge de la maintenance de telle ou telle structure, se sente responsable si quelque chose arrive? Voilà, on est dans une logique de déresponsabilisation totale. Elle vient d'abord ça le poisson pourrit par la tête, comme disait Mao. Eh ben, ça pourrit par la tête, et ça a des conséquences, désastreuses. Bon, évidemment, la réalité est tout autre, hein. Ce n'est pas pour ça que qu'on a un déficit budgétaire, de cette nature-là. La raison, elle est, profondément structurelle. Elle est due à 2 choses. Donc on va le rappeler ici parce que ça ne sert pas juste à rigoler des bêtises des guignols qui nous gouvernent, mais de rappeler, et de faire, office d'éducation populaire. Donc la première raison, c'est le processus de désindustrialisation lié aux théories néolibérales absurdes, de délocalisation, de libre-échangisme, au niveau mondial, ce qu'on appelle les globalistes. C'est-à-dire déplacer les usines dans des pays à bas coût pour maximiser les revenus du capital. Ça a des conséquences sur le travail, donc sur 2 choses, sur les impôts récoltés, tant sur, les dépenses que font, les salariés, sur la TVA, sur leurs achats, sur leurs revenus, que sur les revenus de l'entreprise. Heu et puis, ça a, un autre effet, négatif, c'est que ça aggrave, la, balance, enfin les pertes, au niveau de la balance commerciale du pays. On importe plus qu'on exporte et tout cela a un coût, il faut le payer. L'autre chose, c'est l'euro. L'euro est surévalué pour, notre économie. C'est pour ça qu'il a fallu mettre en place le CICE et en gros, les aides à, à la concurrence pour les entreprises françaises, pour qu'elles ne s'effondrent pas encore plus dans cette logique d'euro trop fort et d'austérité budgétaire et de libre-échange, eh bien, c'est de financer par l'État. Allez, en gros, en prenant l'ensemble des finances, c'est une perte de 120 milliards par an. 120 sur 20 ans maintenant. Voilà. En additionnant les 2 choses, on arrive à, 3 300 et quelques milliards de dettes. 120 du PIB. Voilà. C'est de là que viennent les erreurs. C'est pas des erreurs, c'est là que de c'est le problème vient de choix politiques, et économiques et financiers qui ont été faits depuis 35 ans et largement, renforcés, prolongés par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui sont donc bien responsables. C'est de leur faute et pas ce pauvre Jean Dujenoux. C'est fou quand même, hein, de protéger ses intérêts financiers comme ça, tout en finançant eux-mêmes la destruction de notre propre pays. C'est magnifique. On avait quand même un sujet qu'on n'a pas abordé, et en fait, je voulais en justement, on avait commencé sur l'oligarchie, on avait parlé un peu. C'est les problèmes fiscaux, et les petites erreurs fiscales, de Bolloré. Parce qu'on a une petite explication de comment est-ce qu'on peut perdre 60 milliards avec, heu, là, on est, quasiment dans le milliard, hein, dans cette histoire. Ouais, Je ne sais pas si vous avez vu, là, cette révélation du canard? Si tu l'as à l'image? j'envoie ça. Non? Si, 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 une toute petite seconde. Ce sera pas le canard, mais c'est pas grave, ce sera la même chose. Hop, 320 millions, précisément.
Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, je vous invite à regarder, Canard enchaîné. Alors et c'est pas qu'ils effacent seulement 320 millions, c'est que l'amende, aurait dû dépasser les 800 millions parce que, et je ne pourrais pas vous faire l'explication ici car elle est compliquée, c'est vraiment de la cuisine fiscale. Heu, c'est une forme de déclaration particulière qui est faite, et pas d'une autre manière, fait que c'est passé déjà de 800 et quelques millions à 320 millions. Oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, on a ces 320 millions ont été effacés, hein, voilà, tout simplement. L'impôt a été supprimé. Alors je ne sais pas vous, mais moi je vous propose qu'on fasse un courrier collectif, en utilisant les termes, qui sont repris par le Canard enchaîné. Je vous invite vraiment à lire l'article du Canard, et d'envoyer aux services fiscaux, eh bien, une demande pour, avoir la même, erreur, puis après le même effacement, hein. Ça serait, je crois, quand même sympathique, de leur part. Pour nous autres aussi, parce que quand même, il faut qu'on ait aussi quelques avantages. Il ne faut pas être que Bolloré, non? Qu'est-ce que tu en penses, Tristan? Moi, ça me paraît intéressant, surtout parce que on parle d'optimisation fiscale sur quelque chose qui date de 2004, donc il y a 20 ans. C'est quelque chose qui a été traîné, 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 traîné sur des années. Je sais même plus quoi dire. Normalement, le redressement fiscal, d'après le Canard, était de 2,4 milliards infligés à Vivendi, parce qu'ils avaient pas déclaré tout leurs leurs recettes entre 2008 et 2011, et qu'il Mmh. s'agissait d'une erreur délibérée. Délibérée. Voilà, Et on vient quand même couper donc dans leur amende. Bon, le redressement fiscal, 2,4 ouais. milliards. Voilà, porte sur 2,4 milliards. C'est pour ça que l'amende était enfin l'amende, l'impôt, qu'il devait payer était de 800 millions. Et répète-nous le terme technique, c'est jamais l'erreur délibérée. Erreur délibérée. C'est parce qu'il y avait moi je connaissais l'erreur de bonne foi, déjà qui est un peu utilisée, plus ou moins efficacement en fonction de l'avocat qui présente l'erreur de bonne foi. «Oh mon Dieu, pardon, j'avais 300 hôtels, je les ai pas mis dans mes déclarations». Erreur de bonne foi, pardonnez-moi. Heu, j'ai 0, en tant que candidat à la présidentielle en 2017 dans ma déclaration, de patrimoine. Pardon, c'était une erreur de bonne foi. Mais là, on a le concept d'erreur délibérée. Et je vous propose réellement, vous ne payez pas d'impôts et après ils vont vous envoyer un mail très rapidement, «Mais qu'est-ce que vous faites?» Et vous dites: «Mais ah ben non, c'est prélevé à la source, nous». C'est bien fait, c'est bien fait. Eh bien, si par hasard vous avez une petite propriété que vous louez, vous devriez tenter l'erreur délibérée. Mais délibérément, oui, je lis erreur délibérée, c'est voulu. J'ai voulu ne vous mentir, messieurs les contrôles fiscaux, je n'ai pas voulu payer d'impôts. Voilà. Ça peut servir de Bon, d'accord. jurisprudence, ça? Alors, on va pas faire 800 millions, on va faire 320. Ça va? Est-ce que ça va, Vincent? Et puis on mettra sur Jean Dujou, parce qu'on a des problèmes de compte, et puis on dira qu'il a perdu 500 millions. Ah, beh, voilà, ça c'est un milliardaire, ça c'est un oligarque, parmi d'autres. Eh bien, voilà, lui rien que sur lui, l'impôt légitime, ça ne parle même pas de impôt ou de quoi que ce soit. C'est 800, plus de 800 millions qui ne sont pas dans les caisses de l'État. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec ça? Ça, mon vieux Tristan, c'est du pognon de dingue, comme, le disait, l'ami, c'est vraiment ces assistés, moi, c'est insupportable. Voilà, des gens, hein, ils peuvent rien faire tout seuls, on est obligé de leur céder 800 millions. Quand ils font des erreurs 800 délibérées, millions. bien sûr, délibérées. Non, c'est le ça devient complètement zinzin, Et ça ça, devient c'est n'importe quoi. un milliardaire, un. Imaginez. Parce que je suis sûr que, Bernard Arnault ou Pinault ou tous les autres, les Bettencourt, tout il y a pas d'erreur délibérée, il y a pas d'erreur de bonne foi, il y a pas de défiscalisation, il y a rien de tout ça, bien évidemment.
Voilà, et ben Jean-Pierre, Leroux, a bien compris. C'est la même chose que monsieur Dujou. Voilà. Monsieur Dujou va devenir un gimmick chez nous. Monsieur Dujou est responsable de tous les maux de la France, des impôts mal collectés et des erreurs de Bruno Le Maire, qui donc ne sont pas des erreurs de Bruno Le Maire, c'est des erreurs de monsieur Jean Dujou. On va pouvoir passer, je pense, à notre invité suivant. Alors on a eu pendant le pour que vous soyez, pour faire le suivi de la formation du jour, le jugement est tombé, en Algérie et Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de réclusion. Donc c'est évidemment une honte. Il a 80 ans, c'est l'équivalent d'une condamnation à mort, hein. Il n'y a, rien d'autre à dire. C'est une condamnation également de la liberté d'expression. Mais peut-être que, le gouvernement algérien, on verra, a, choisi cette option-là et pour libérer, comme nous le dit Kamel Benchek, pour libérer Kamel Benchek était ce matin sur France Inter, France Info. Kamel Benchek, son ami, également franco-algérien et également écrivain, a dit que, selon lui, l'idée du gouvernement est de sortir par le haut, le gouvernement algérien, en graciant Boualem Sansal au moment de l'Aïd, donc la fête de rupture du ramadan d'ici une semaine en gros, ou alors le 5 juillet au moment de la fête de l'indépendance nationale algérienne. Donc voilà, à suivre, mais pour le moment, il est condamné à la prison. Mais je pense que c'est ce que choisira le gouvernement algérien, parce que ça va être une épine dans le pied. Il ne gagne pas grand-chose. Et là, il fait le coup double. Il montre qu'il est capable de gracier quelqu'un. Enfin, il montrerait qu'il est capable de gracier quelqu'un en l'ayant quand même condamné sur les chefs d'accusation qu'ils estiment fondés. Ce que je ne crois pas.